Bienvenue sur ETV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Gorgui Ndoye. Gorgui Ndoye est le directeur de publication des magazines Continent Premier. Il est aussi correspondant du journal Le Soleil à Genève, aux Nations Unies. Gorgui Ndoye a initié aussi ce qu'on appelle les gingivres littéraires. Gorgui Ndoye, pourquoi les gingivres littéraires? Merci beaucoup Alassane pour cette invitation à ITV. Merci à Immédiat pour l'intérêt que vous nous portez depuis longtemps. Vous nous aviez fait l'honneur de tout laisser pour venir en Suisse, à Genève. Un voyage exceptionnel pour venir nous accompagner dans ce combat que nous menons. C'est un combat, le mot n'est pas fort, parce que quand l'Afrique ne parle pas, on parle à sa place. Vous qui êtes un spécialiste de l'information, vous savez très bien la place et le rôle de la communication et de l'information dans la même définition de nos politiques publiques, mais en même temps de ce que nous sommes. Si vous n'existez pas, si vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Gingembre littéraire, c'est pourquoi? Et le gingembre littéraire est une réponse pour dire, de manière générale, il y a une réflexion que nous menons, de manière globale, sur la place de l'Afrique dans le monde. Et nous ne sommes pas seuls. Parce que certes, je suis correspondant, comme vous l'avez dit, à Genève, qui est le cœur et le poumon des relations internationales, surtout au niveau humanitaire. Quand vous entendez aux Nations Unies un porte-parole parler de l'Afrique pour demander de l'argent, mais avec une certaine littérature qui nous rappelle le 15e siècle, je veux dire, l'Afrique a besoin d'être soutenue, mais on n'a pas besoin de minoriser les Africains, de les inférioriser juste pour avoir de l'argent. Et ça crée des problèmes. Comment aujourd'hui faire de sorte que l'on comprenne que l'Afrique n'est pas une mendiante, que l'Afrique est une grande richesse, 40% des richesses mondiales. Comment faire de sorte que notre message puisse être entendu? Mais pour cela, il faut des intellectuels qui puissent en discuter. Et le gingembre est un espace ouvert, tout simplement. On aurait pu dire café littéraire, mais pour nous, gingembre, il y a l'aspect épicé, l'aspect donc qui permet de soigner, mais en même temps, nous trouvons le gingembre dans toutes les grandes civilisations. Et comme nous avons fêté Senghor, cette semaine, c'est l'enracinement et l'ouverture. Vous avez organisé beaucoup de rencontres à Genève pour porter la parole africaine. Est-ce que ça a permis de changer un peu l'image qu'on se fait de l'Afrique? Absolument, surtout au niveau des médias occidentaux. Moi-même, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'intervenir dans la formation des journalistes en Suisse, à l'école de formation des journalistes à Lausanne. J'avais le module sur l'image de l'Afrique dans les médias en Occident. Et je ne vous le cache pas, il m'est arrivé dans les séminaires de demander à des journalistes combien y a-t-il de pays en Afrique, mais ils ne le savaient pas. Parce que les gens pensent que l'Afrique est un pays homogène. Ils ne savent pas qu'en Afrique, nous avons le Sénégal, nous avons l'Algérie, nous avons le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud, etc. Et par exemple, quand quelqu'un en Suisse, il commet un délit, il est africain, on ne va pas chercher si les Sénégalais ou Niger, on dit l'Africain ou les Africains. Donc cette manière d'essentialiser l'Afrique nous porte préjudice. Mais nous, essayez de faire de sorte que nos richesses, nos capacités intellectuelles, parce qu'encore une fois, le monde ne sait jamais faire sans l'Afrique et ne se fera jamais sans l'Afrique. Mais pour cela, il faudrait qu'on arrête de nous dire que nous sommes ceci. Cette manière de nous dire, de dire nos faits et que nous puissions applaudir. Et parfois, j'ai regardé tout récemment un média sénégalais reprendre. Je respecte ceux qui nous regardent, mais j'allais dire des bêtises sur un haut fonctionnaire sénégalais, en l'occurrence Fodé Seck, parce que c'est un site internet qui est basé aux États-Unis, qu'un média sénégalais sérieux puisse le reprendre. Il faut qu'on arrête cela aussi. Et c'est pourquoi moi, je salue le travail que vous faites. Parce qu'il nous faudrait créer de l'information à partir de nous-mêmes.
la gestion et la production de l'information et de la communication est un acte de souveraineté. Et nous disons, les gingembre, c'est un acte de souveraineté et de démocratie, mais un message au reste du monde. Oui, vous travaillez aux Nations Unies avec des ambassadeurs qui représentent l'Afrique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une prise de conscience chez les ambassadeurs africains aux Nations Unies bien sûr. qu'il faut changer l'image que les gens ont de l'Afrique? Il le faut. Et c'est vrai, c'est la question fondamentale, oui. Je pense que, humblement, nous avons contribué à faire changer l'image de l'Afrique en Suisse. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, aucun média en Suisse n'ose plus parler des Africains de manière générale. Et de plus en plus, quand il y a des questions qui nous concernent, on va inviter un Africain. Cette manière de toujours parler à notre place est en train absolument de changer. Et même au niveau de la police genevoise, moi, j'ai introduit avec eux des cours sur les droits humains pour leur expliquer. Ce n'est pas parce que vous parlez avec un Africain qu'il baisse les yeux, qu'il est un voleur ou bien qu'il a des choses à cacher. Parce que chez nous, de manière générale, dans la plupart de nos cultures, quand on parle à l'autorité, on baisse les yeux. Et ça aussi, il faut qu'ils le comprennent. Parce que si nous voulons nous comprendre, et ça, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas parce que moi je vis en Suisse que je dois me débarrasser de mon africanité pour devenir un Suisse blanc. Je ne le serai pas. Le chanteur disait « Gatar numu yag yag sindor du don jesset ». Le bout de bois a beau séjourner dans le fleuve, il ne deviendra jamais un crocodile. Mais les Nations Unies sont censées être une instance pour l'égalité entre les peuples dans la façon de faire. Est-ce qu'au niveau des instances, il y a une prise de conscience des autres pays par rapport au respect qu'on doit à l'Afrique? Il y a de plus en plus, disons-le, une conscience. Mais ce n'est pas gagné. Il faut se battre tous les jours. Moi, je connais des hauts fonctionnaires et des amis qui sont dans le système des Nations Unies qui ont... Parce que dès lors que vous êtes fonctionnaire des Nations Unies, en fait, vous n'avez plus de nationalité. Mais il ne faudrait pas, sous une forme d'universalisme, qu'on détruise les particularismes parce qu'on est d'abord pour pouvoir communiquer avec les autres. Et nous sommes arrivés à un système qui est né avant nous, c'est-à-dire avant les indépendances africaines. Les Nations Unies aujourd'hui doivent être réformées fondamentalement. Il y a beaucoup plus d'Européens, de Blancs, qui sont dans les hautes instances décisionnelles. Les Africains, le plus souvent, jouent les seconds rôles. Et quand un Africain faisait une petite erreur de gestion, tout le monde le savait. Alors que les autres en font. Parfois, il y a de la discrimination, il y a du racisme qu'il faut combattre. Mais pour cela, il faut que les ambassadeurs aussi africains qu'ils jouent le jeu et qu'au niveau des capitales, parce que les décisions viennent des capitales, les affaires étrangères, de manière générale, puissent aussi se coordonner pour appuyer nos fonctionnaires qui sont là-bas. Si vous prenez au niveau de la communication à Genève, il n'y a qu'un seul Africain que je connais, c'est Mohamedou Alpha Diallo, qui fut un excellent journaliste sénégalais, mais il est seul. Bon, il doit respecter les règles des Nations Unies. Tout seul. Est-ce que le Sénégal n'aurait pas pu, ou l'Afrique, se dire qui nous avons aux Nations Unies? Comment nous pouvons appuyer nos fonctionnaires? Parce que les Européens, et c'est de bonne guerre, ils peuvent prendre un étudiant, payer pour lui 2 ans aux Nations Unies son salaire, ensuite il devient un fonctionnaire normal. Nous, pendant ce temps, nous avons nos étudiants qui ne peuvent même pas avoir un visa pour aller faire leur formation. Aux Nations Unies, les stages sont gratuits. Alors, qui peut se payer ça? Il faut que nos États se disent, si nous voulons aussi être présents au niveau international, il faut développer des politiques d'incitation, surtout que nous avons des jeunes techniquement compétents, politiquement conscients qui peuvent jouer ce rôle-là. Parce qu'on ne peut pas combattre un système qui est là depuis des siècles, en tout cas bien assis. Si nous ne comprenons pas comment cela fonctionne, c'est valable au niveau du commerce international. Nous avons des négociateurs très bons. Un garçon comme Abdourahmane Diouf, docteur Abdourahmane Diouf, il serait pertinent que le Sénégal, quel que puisse être le côté, le bord ou le non-côté de ce garçon,
qu'on puisse l'écouter sur certaines questions, parce que c'est ce qu'il sait faire. S'il y a des questions sur la communication, pourquoi ne pas aller à immédiat demander à Alassane, qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Pourquoi les négociateurs qui viennent à Genève parfois ne nous appellent pas pour demander sur tel dossier qu'est-ce que nous pensons? Parce que nous ne voulons pas interférer dans le travail des diplomates, mais il n'y aura pas de combat gagné si les gens sont seuls. Mais justement, vous parlez tantôt de commerce international. Oui. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que justement, la plupart des Africains ont des difficultés justement à négocier les contrats. Ils sont floués par une expertise 10 fois plus compétente qu'eux. Mais les Américains, ils viennent à 300 personnes, par exemple. J'exagère pas du tout. Les Européens, non seulement ils viennent au niveau de leur pays, chacun, France, Italie, etc. Et en même temps, ils viennent avec l'Union européenne. Alors que les Africains, ils viennent avec chacun de son pays. Parfois, c'est une seule personne. Vous allez dans nos ambassades, il y a 1 ou 2 personnes qui s'occupent de commerce international, les autres des droits humains. Donc, ils viennent très affaiblis. Et les réunions peuvent durer jusqu'à 3h, 4h du matin. En ce moment, les gens ont faim. Les Américains, les Européens peuvent se relayer. Les Africains, ils sont allés en train de dormir. Ou autre chose, je ne sais pas. Ce que je veux dire, que sur les questions internationales aujourd'hui, nous pouvons jouer sur le pied d'égalité. Mais pour cela, il faut que nous puissions, chaque pays, apporter ce qu'il a de meilleur et qu'on leur renforce les affaires étrangères. Et que, en parlant de cela, qu'on renforce aussi les diasporas qui sont sur place. Alassane, c'est très important parce que ces diasporas-là, il ne faut pas uniquement attendre qu'ils envoient de l'argent à leur famille. Il faudrait que l'expertise de la diaspora, comme l'a dit d'ailleurs lors de nos gingembre en Casamance, le professeur Malik Fall de l'université Hassan Sek, venu au nom du SAES, quand même le syndicat SAES est venu nous appuyer et il a dit qu'il serait important, Gorgui, que les institutions sénégalaises, notamment les universités, puissent savoir qui nous avons dans quel pays au niveau technique. Comme ça, on crée des coopérations. Ça veut dire quoi? On va décomplexifier les relations internationales. Les Toubabs, les Européens, ils n'ont pas appris ce que nous, Africains, nous n'avons pas appris. Leur chance, c'est que quand leurs intérêts sont là, ils sont ensemble et ils se battent pour leurs intérêts. Je lance un appel à nos pays. Vous avez toutes les capacités aujourd'hui. Et c'est plus l'Occident qui a plus besoin de l'Afrique que le contraire. Mais ayons parfois cette générosité et l'humilité de nous dire, par rapport à tel dossier, quelles sont nos compétences et utilisons ces compétences et arrêtons de tout politiser. Mais est-ce que ce n'est pas une question qu'il faut régler au niveau de l'Union africaine? Bien sûr que oui, d'autant plus que quand l'Union africaine s'unit, comme nous l'avons fait avec la nomination de Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, on a gagné parce que l'Afrique est allée unie. Et partout où nous allons unis, nous gagnons. L'Afrique, ce n'est pas une entité mendiante. L'Afrique, elle a sa place dans le 21e siècle. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Mais le constat qui a été fait, c'est que les Africains qui occupent les instances internationales, oui, sont souvent combattus médiatiquement ou par des pays puissants. On leur reproche beaucoup de choses pour les faire partir. Mais bien sûr. Théodore, l'Africain qui est aujourd'hui au niveau de l'OMS, a subi beaucoup d'attaques. Mais il y a un racisme fondamental dans une bonne partie de cette presse occidentale. Je ne parle même pas de racisme, mais une certaine arrogance. Mais c'est nous qui l'avons voulu. Quand nos chefs d'État, nos ministres, les DG préfèrent parler à ces gens-là, ils se croient détenteurs d'un pouvoir d'influence sur nos peuples. C'est une grande erreur. Moi, je préfère que nos chefs d'État parlent à leurs journalistes. S'il est vrai qu'il y a une grande faiblesse dans nos médias, qu'on prenne des gens sérieux comme vous, nous en avons dans tous les journaux au Sénégal, que ce soit au Soleil, l'Obs, etc., etc. Mais il y a des gens qui sont compétents dans le Témoin, qu'on prenne nos perles. Les perles ne sont pas rares dans la presse sénégalaise, même si il y a beaucoup de brebis galeuses. Et je suis d'accord avec le gouvernement qu'il faut lutter contre ces gens qui distillent des informations qui sont nocives à notre image. Parce que la question de l'image de l'Afrique est un combat, et c'est le combat de continent premier.
Continent premier et Gingembre littéraire, vous parlez de vivre ensemble. Bien sûr. Et cette année, vous allez faire une rencontre en Casamance. Oui. Pourquoi le choix de la Casamance? La Casamance, parce que c'est un appel. Un appel à la consolidation et à l'ancrage de la paix. C'est aussi la Casamance, c'est un pays, une région, une belle province qui est au confluent de ce que nous sommes, nous, en tant qu'Ouest africains. La Casamance, c'est les femmes. La Casamance, c'est le brassage culturel. Il fallait aller là-bas pour dire à nos sœurs et frères de Casamance, nous sommes solidaires avec votre combat pour la paix. Et ça, en le faisant avec les femmes de Casamance d'abord, avec une ouverture magnifique où on a vu la plateforme des femmes pour la paix, mais l'université Hassan Sek, le SAES qui était là-bas. Mais Alassane, ce qui est important, c'est que quand on a entendu aussi, par exemple, la notaire, Madame Salidabo, qui a parlé aussi du fait que les femmes ont souvent difficilement accès à la propriété foncière. On ne peut pas dire que les femmes travaillent la terre et que ces femmes n'ont pas droit à avoir de la terre. Ça, c'est une question fondamentale qui a été posée là-bas. Et comment aussi faire de sorte que le droit sénégalais puisse avoir accédé, que les gens, les populations comprennent que ces femmes ont le droit aussi à la propriété. Ça, c'est une discussion fondamentale. Nous l'avons posée là-bas. Et les femmes aussi nous ont dit que la paix, ce n'est pas une question de linéarité. Parfois, il y a des hauts et des bas. Mais il faut qu'ensemble, qu'on travaille. Parce que c'est quand même le 20e anniversaire de la résolution des Nations Unies 1325. Parce que quand il y a des conflits, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont les plus grands perdants. Mais est-ce que cela pose aujourd'hui le concept de vivre ensemble? Cette estime qu'au Sénégal, que nous sommes ensemble, que nous vivons ensemble, mais qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Le plus souvent, c'est que aussi, nous avons oublié d'où nous venions. Parce que nous sommes une société foncièrement matrilinéaire, mais avec l'occidentalisation de nos cerveaux, mais avec aussi l'arrivée des religions, le catholicisme ou l'islam, on a pensé que le pouvoir, c'était les hommes qui devaient décider à la place de tout le monde. Ce qui a aidé l'Afrique, je le répète, c'est que nous, au temps de l'esclavage, les femmes africaines qui allaient aux États-Unis, avant de mourir, appelaient leurs enfants, les jeunes esclaves, pour leur dire « Retournez en Afrique, c'est votre terre ». Ce qui fait que quand on a voulu, parce que littéralement, on a voulu exterminer les Africains, ce sont les femmes qui nous ont permis d'enjamber l'histoire. Pendant la colonisation, quand nos parents sont partis sauver la France, ces tirailleurs qui étaient sur place, dans nos champs, dans les maisons, c'était les femmes. Nous ne devons pas que rendre hommage aux femmes, mais nous devons rendre justice aux femmes africaines et notamment sénégalaises. Oui. Abdou Kachindaou, dans un texte intéressant, dit que notre modernité semble être battue sur des cloisons, voire sur des champs hermétiques. Des champs hermétiques, parce que, comme on l'a dit tantôt, chacun veut contrôler son parcelle de pouvoir. Avec ça, on n'avancera pas. Et c'est valable avec le champ politique, c'est valable avec le champ religieux. Et nous, avec les gingembre littéraires, nous ouvrons des espaces de dialogue clairement définis où les gens, quel que puisse être leur champ de compétences ou leur obéissance, peuvent venir discuter. Et je rappelais une fois une discussion à l'IM l'année dernière où il y avait grand Hamidou Kassé, grand philosophe, conseiller du président de la République, et le jeune Hadiba, philosophe sénégalais jeune, qui était venu aussi invité par nous. Mais il y a eu un échange intéressant entre les deux. Quand Hadiba dit à Aladji Kassé, mais vous êtes l'un des plus grands philosophes de l'Afrique et vous êtes allé au palais. Et que Hamidou lui rappelle Platon. Ensuite, ça a créé une amitié entre eux. C'est ça ce que nous voulons. Que Alassane puisse être un grand journaliste, ça ne veut pas dire que je dois le jalouser. Je dois reconnaître vos qualités. Et en même temps, essayer de me bonifier par votre présence. D'autant plus que c'est ça qui a construit le Sénégal. Nous avons les parentés à plaisanterie, les Ndiaye, les Diop, les Wan, etc. Chacun pouvait se parler et se dire tout. Mais, vous savez, la force de l'Afrique, on peut dire beaucoup de choses à quelqu'un.
mais on sauvegarde toujours sa dignité. Parce que quand vous enlevez à une personne sa dignité, vous la tuez. Mais le constat qui a été fait au Sénégal, c'est que ce pays qui est un pays où il n'y a plus pratiquement de dialogue, de débat. Avant, au Parti socialiste, il y avait ce qu'on appelle Club national de développement, où il y avait des débats, où les intellectuels venaient débattre de quelque bord qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est cloisonné, on ne se parle pas dans ce pays, il n'y a pas de débat intellectuel. Je pense que nous, modestement, nous voulons que le débat revienne. Quand nous sommes allés à Rufisque l'année dernière, Rufisque quand même qui est un centre d'intelligence, jusqu'à 35, la ville la plus riche de l'Afrique de l'Ouest, mais qui aujourd'hui en train de mourir de sa belle mort, alors que c'est une ville de culture. Nous allons démontrer en plus que c'est une ville de littérature, avec Ousmane Sosé Diop, Abdoulaye Sadji, Maïmounondo, etc., etc. Il faudrait que les intellectuels aussi deviennent plus humbles. Parce que quand vous êtes à l'université à un certain niveau, que vous restez uniquement dans le champ des idées, nous voulons que les idées puissent transformer nos sociétés. Et ça, Gaston Berger l'avait compris quand il parle de prospective, que l'université doit s'inspirer des réalités sociales pour les transformer. Moi qui suis un ancien de l'université Gaston Berger, qui fait d'ailleurs ses 30 années, je profite de l'occasion, si vous me permettez, pour saluer toutes les promotions qui sont sorties de là. Pour le dire aussi que nous avons une responsabilité. L'État sénégalais nous a donné des bourses. Nous devons rendre à l'État sénégalais ce qu'il nous a. C'est-à-dire, en parlant de l'État sénégalais, je parle des populations sénégalaises. Nos parents qui vendent de l'arachide ou bien le fonctionnaire qui donne de l'impôt. Toutes ces personnes ont contribué à notre formation. Il est de notre devoir aujourd'hui plus que jamais que les jeunesses africaines, et Alassane, un de nos membres de panel, un jeune que vous connaissez bien, Khadim Bambadjan, qui est économiste, il dit, mais Gorgui, souvent les Sénégalais, beaucoup ne se rendent même pas compte, quand on a 20 ans, on est vieux. Parce que la moyenne d'âge aujourd'hui au Sénégal, c'est 16-17 ans. Donc je fais aussi un appel à cette jeunesse, qu'il ne faudrait pas uniquement rester sur les Facebook, sur nos portables. Regardons le monde. Il y a les défis du numérique, si cher au professeur Marito Ounian. C'est là l'intelligence artificielle. Il nous faut nous insérer dans cela pour demain, aujourd'hui d'abord, parce que c'est l'Afrique qui fera le monde et qui est en train de faire le monde, que nous puissions comprendre les paradigmes, comment ce monde fonctionne, mais avec humilité, détermination et clairvoyance. Mais comment recréer le débat au Sénégal aujourd'hui? Pour cela, il faut juste... Moi, j'ai horreur qu'on mette tout sur le dos des politiciens. Mais ce sont nos référents. Ce sont les gens que nous voyons d'abord. Il faudrait qu'au niveau des hommes politiques, femmes et hommes, qu'ils aient des comportements décents. Quand un homme politique se met à l'Assemblée nationale pour s'insulter, pour se bagarrer, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants qui vont à l'école? À la cour de l'école, soyez sages, mais ils vont vous dire, vous n'avez pas vu tel député, ils se sont bagarrés. Quand vous êtes devant, mais aussi ceux qui nous dirigent sur l'autre aspect, que ce soit au niveau social, au niveau religieux, on a aussi entendu des chefs religieux insulter. Ce n'est pas le Sénégal de El Hadji Malick Sy, ni de Ahmadou Bamba, ni de Mame Niasse, ni de Baye Laye. Il faudrait que nous revenions à nous-mêmes. C'est ça la réflexion. Quand on revient à soi-même, on peut se projeter. Mais si nous ne sommes plus Sénégalais, ni Africains, ni Toubab, qui sommes-nous? C'est ça la question fondamentale. Qui sommes-nous? Que voulons-nous faire de notre être aujourd'hui et demain? Mais l'impression que beaucoup de gens ont, c'est qu'il y a une rupture de confiance entre les politiques et les Sénégalais lambda. C'est une réalité et ce qui fait que finalement, il y a un commerce qui se fait entre hommes politiques. Et ça, c'est malsain. Je l'ai dit, c'est malsain. Il faudrait que l'espace politique puisse être pacifié. En Suisse, par exemple, il y a des partis politiques, mais il y a une forme de convergence. Et même ceux qui sont au niveau des partis, qui vont devenir ministres, le président, c'est sous forme rotative, ça change. Chaque année, le président change. Et les ministres sont d'égale dignité, ce qu'on appelle primus inter pares. Quand nous arriverons au Sénégal à avoir des partis politiques où chacun dit « je suis là pour être au service exclusif des Sénégalais », pas uniquement pour moi, pour ma poche, pour ma petite famille, ou bien les visas qu'un pays va me donner.
Parce qu'il faut aussi que les hommes politiques ne trahissent pas nos pays. Quand un homme politique va négocier des contrats et qu'il pense plus à la France, aux États-Unis, aux Émirats arabes et autres, où sont les Sénégalais dans tout cela? Nous devons avoir cette grandeur qui est sénégalaise. Nous sommes dans un grand pays, nous sommes une très grande nation. Ne l'oublions pas. Mais négocions pour nos enfants. Parce que ces jeunes qu'on est en train de voir mourir dans le ventre de l'Atlantique, nous avons tous des parents qui sont là-dedans. Personne n'aimerait voir son frère ni son enfant mourir dans de telles conditions. Nous n'essayons pas de dire que c'est parce que les hommes politiques, beaucoup sont médiocres que nous en sommes là. Mais parce que aussi dans nos propres familles, les parents ont fui leurs responsabilités. Combien de parents aujourd'hui restent avec leurs enfants à discuter de ce qui se passe? Les gens, ils courent. Je disais à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ne sont plus dans les maisons. Tu as l'impression qu'on vous donne à manger, à boire, et c'est là où s'arrête la responsabilité. Alors que si nous sommes des musulmans à 95%, ce que l'islam nous demande, c'est aussi d'assumer totalement nos responsabilités envers nos enfants et envers nos femmes. Quand cela est réglé, nous pouvons le faire au niveau du quartier, nous pouvons le faire au niveau du pays et nous pouvons le faire au niveau international. Et plus les populations se respectent, plus les gouvernants les respectent. Moi, vous savez, Alassane, je ne suis pas là à théoriser. Moi, quand je suis à Rufisque, je vais nettoyer la plage. Quand je suis à Rufisque, le matin, je demande aux gens de mon quartier, vous pouvez aller à Colobane du Sud, c'est là où j'habite. Je prends mon balai, je balaye devant chez moi. Parce que ça, c'est ça que je connaissais. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou pauvre qu'on doit rester sale. La saleté, le manque d'hygiène qu'il y a dans ce pays, c'est inadmissible. Pourquoi les gens se donnent le droit d'être sales? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que notre islam, notre chrétienté, notre civilisation en tant qu'Africains ne nous autorise pas à le devenir. Pourquoi jeter les saletés partout? Moi, je dis au Sénégal auparavant, même dans les familles les plus pauvres, les gens, ils balayaient devant les cases, on tamisait. Vous pouviez même vous asseoir sur le sable de nos cours de maison. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des responsabilités partagées. Et le vivre ensemble, c'est cela. Chacun assume ses responsabilités et attend que l'autre aussi le fasse. Et si l'autre ne le fait pas, on s'assoit sous l'arbre à palabres, comme ici dans cette belle beauté, pour discuter comme nous sommes en train de le faire. Gorgui Ndoye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV et à Question Directe. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine Le Continent africain édité à Genève. Vous êtes aussi le correspondant du Soleil à Genève. Et que nous parlions avec nous du concept que vous avez mis en place, les gingembres littéraires et surtout le vivre ensemble. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.